Le pacte pour les migrations et l'asile présenté par l'Union européenne le 24 septembre 2020 n'est pas un document comme les autres. C'est le texte qui va fixer la politique européenne en matière d'immigration pour les quelques décennies qui viennent. Pour résumer, sans exagérer, c'est un plan organisé de submersion de l'Europe et des nations qui la composent. Rappelez-vous, en décembre 2018, les gouvernements européens se sont empressés de signer le pacte de Marrakech, reconnaissant de manière illégitime un droit à la migration pour tous les hommes. Conscients d'ailleurs de leur inconduite démocratique, ces gouvernants honteux avaient dépêché pour cette action inavouable des troisièmes couteaux ministériels, pour la France un obscur secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne. Ceux qui, comme nous, dans toute l'Europe, avions dénoncé ce pacte, son caractère fondateur d'une politique migratoire coercitive, avions été traités d'affabulateurs. 1 an et demi après, nous y voilà. Le droit mou est en passe de devenir un droit dur, et même très dur pour les nations. Avec ce pacte pour les migrations et l'asile, qui porte bien son nom, l'Union européenne vient mettre en application à bas bruit un projet d'organisation de grande migration mondiale des pays du tiers-monde vers l'Europe prétendument riche. Un projet de submersion migratoire des nations européennes. Ce pacte part finalement d'un postulat simple. Si on ne veut plus d'immigration illégale, il suffit de les rendre légales. Si on veut une immigration de peuplement dont les gouvernements ne veulent pas, il suffit de rendre la relocalisation de migrants obligatoire. Si les peuples européens n'adhèrent pas au projet mondialiste de l'UE, il suffit de changer les peuples pour paraphraser la célèbre citation de Bertolt Brecht. C'est la mise en pratique d'un projet mondialiste assumé. Lors de la présentation du pacte, la commissaire aux Affaires intérieures, Mme Johansson, ne l'a d'ailleurs pas nié. Elle dit « L'immigration fait partie de ce qui rend notre continent prospère. Nous avons beaucoup d'immigration vers l'Europe et nous en avons besoin. Et nous avons besoin de ces gens. Notre société vieillit, mais nous avons aussi besoin de créer de nouvelles voies d'immigration légale. Pas seulement pour les travailleurs qualifiés, continue-t-elle, mais aussi pour les travailleurs moyennement et peu qualifiés voulant venir dans l'Union européenne. Lors de la dernière session, le groupe Identité et démocratie a été le seul groupe à demander en vain un débat sur ce sujet crucial. Le pacte pour l'immigration repose sur 3 piliers. Le premier, c'est encourager l'immigration. L'élargissement du regroupement familial. Un migrant entré, c'est une famille autorisée à s'installer. La décriminalisation des actions illicites des ONG, complices des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Le deuxième pilier, c'est dissuader les expulsions. Ça passe par le raccourcissement des délais d'examen de dossiers, 12 semaines, et l'entrée directe des mineurs, malades et familles avec enfants de moins de 12 ans, lorsque l'on sait le sérieux avec lequel on mesure la minorité des entrants, il y a évidemment de quoi s'inquiéter. La régulation mécanique après l'expiration des délais d'expulsion, donc au-delà de 12 semaines. L'admission obligatoire des migrants recueillis en mer, c'est la création d'une nouvelle filière de sauvetage maritime. L'interdiction de faire pression sur les pays d'origine pour faire réadmettre leurs ressortissants. Le troisième pilier, c'est d'installer cette immigration. Ça passe par la répartition obligatoire des migrants dans les États membres, en fonction de la population et du PIB. Ce pacte n'est pas seulement un désarmement juridique et technique de l'Europe face à la pression migratoire, c'est un signal lancé au monde entier pour un gigantesque flux migratoire vers le continent européen. Pensez que les dispositifs légaux de reconduite à la frontière, totalement cosmétiques, rendront les mesures d'expulsion assez hypothétiques, sauf en pratique, en cas de retour quasi volontaire. Les aides promises au retour seront en elles-mêmes des incitations à tenter l'immigration. En faisant de l'immigration le domaine réservé de l'Union européenne, les nations européennes se sont mises en état de soumission. Le pacte cadenasse l'interdiction faite aux États de définir une politique d'immigration restrictive et revient enfin à soumettre les peuples et leurs gouvernements à la dictature de la Commission européenne. Cette délégation de pouvoir à l'échelon européen a été une triple catastrophe.
Les pays ont abaissé leurs frontières extérieures, souvenez-vous, sans que l'Union européenne ne se préoccupe des frontières intérieures, sans que l'Union européenne ne se préoccupe des frontières extérieures. Et Frontex, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises, est une office d'accueil d'immigrants. L'Union européenne a confié les clés de la porte moyen-orientale à la Turquie, qui désormais nous fait du chantage à la submersion. Aujourd'hui, elle s'apprête à ouvrir grand les portes de la maison Europe sur le tiers-monde. Reprenons les clés de l'Europe et de la maison France. Les conséquences immédiates du pacte sont incalculables. 60 à 70 millions de migrants pourraient s'installer en Europe en quelques années. Ce risque est pointé par l'Institut Gallup. Il montre que rien que pour les volontés exprimées de migration hors migration intra-européenne, ce sont environ 70 millions de personnes volontaires à l'immigration vers l'Europe qui, évidemment, voudront bénéficier des nouveaux dispositifs, à supposer d'ailleurs que les facilités offertes vers l'Europe, qui sont incluses dans ce pacte d'immigration, ne décuplent pas les vocations d'émigration. Cette arrivée, chacun peut le comprendre, provoquera la ruine de nos systèmes sociaux, l'aggravation du chômage, l'aggravation de la crise des logements, une augmentation de la délinquance et des conflits communautaristes, l'avancée de l'islamisme et les risques terroristes, et la remise en cause de nos valeurs de civilisation. En résumé, le pacte pour les migrations est faussement humaniste. Le pacte pour les migrations ne vise aucunement à tarir les migrations par l'aide aux pays en voie de développement, mais entretient la pernicieuse illusion d'une aide au tiers-monde par l'effondrement de l'Europe. Antidémocratique, cette immigration généralisera l'immigration subie, les flux migratoires seront décidés dans le dos et contre l'avis des peuples. Irréversible, l'immigration concernée par le pacte est une immigration de peuplement qui ne repartira pas. Destructeur, l'ampleur des flux migratoires va compromettre l'équilibre économique, social et culturel de nos pays. Ce pacte, en fait, est un véritable pacte avec le diable. Comme la terrible légende de Faust, l'Union européenne croit pouvoir sacrifier tout avenir pour l'illusion d'un avantage immédiat, s'adonner aux jouissances du consumérisme qui exige de la main-d'œuvre bon marché et des consommateurs toujours plus nombreux. Vivre d'illusions des bons sentiments contre les dures règles du réel. Je le dis avec gravité, ce pacte pour les migrations est un pacte pour le suicide de l'Europe. Les européistes sacrifient aux artifices de bons sentiments la pérennité de nos nations et l'existence même de notre civilisation. Vous l'avez compris, nous sommes en présence d'un plan qui va prévoir, organiser et imposer aux États européens probablement les plus grandes migrations humaines que l'humanité ait connues. À l'heure des légitimes condamnations des traites d'êtres humains qui ont vu le déracinement et le transfert de millions de personnes par le monde, à l'heure où nos nations connaissent un déclassement que nous ne parvenons pas à enrayer, ce projet est moralement indigne. En 1976, un petit décret, numéro 76-383 du 29 avril 1976, signé par Jacques Chirac, Premier ministre. Un texte de 2 petits articles de quelques lignes et une seule page allait modifier la physionomie de la France. Ce texte, mis en place sans débat, sans vote, sans même une information des Français, changea la nature de l'immigration en passant d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. À l'heure où le président de la République et le gouvernement s'emparent à juste raison du sujet du séparatisme, on ne peut pas comprendre qu'ils s'apprêtent à aggraver la fracture identitaire qui met en jeu la concorde civile. C'est pourquoi nous allons agir à tous les niveaux. À l'échelon de la France, j'essaierai de mobiliser tous les élus, locaux et nationaux, quelle que soit leur étiquette, afin de les convaincre de s'opposer formellement à ce pacte. Le mouvement va également se mobiliser pour alerter les Français sur ce funeste projet. Jordan Bardella vous indiquera tout à l'heure les grands axes de la campagne nationale que nous allons lancer.
À l'échelon européen, nos députés, dans le cadre du Parti européen Identité et Démocratie, s'apprêtent à lancer une offensive de grande ampleur qui va s'appeler Save Europe. Philippe Ollivier vous en parlera. À tous les Français qui regardent la perspective que nous offre l'Union européenne avec angoisse, mais aussi avec résignation, je leur dis que nous pouvons encore changer les choses. Il n'y a pas de fatalisme. Vous pouvez changer les choses. Français, une nouvelle fois, réveillez-vous. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, je cède maintenant la parole à Jordan Bardella, puis à Philippe Ollivier. Merci Marine, mesdames, messieurs. Au-delà du grand débat que nous avons demandé avec nos collègues du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, nous allons, comme l'a indiqué Marine Le Pen, lancer une grande campagne nationale dans les prochains jours sur tout le territoire. Campagne qui reprendra, qui viendra en soutien d'une campagne que nous lançons avec le Parti politique européen Identité et Démocratie. Philippe Ollivier va vous en dire un mot. C'est une première en Europe que de mettre sur ce grand texte qui va organiser, pour reprendre le titre bien connu d'un des bouquins de vos confrères du Monde, Stephen Smith, une ruée vers l'Europe dans les prochaines années. L'ensemble de nos alliés, évidemment, sur une campagne qui va nous mobiliser sur des opérations de tractage, d'affichage, de campagne active sur les réseaux sociaux, autour évidemment de ce slogan qui s'appelle Save Europe, dont vous avez découvert le logo juste derrière moi, qui a été lancé hier à l'initiative du parti politique Identité et Démocratie. L'ensemble évidemment des départements français, l'ensemble des militants du Rassemblement national sont évidemment impliqués sur cette question dans les prochains mois, avec une grande pétition qui va être lancée au niveau européen et qui aura pour but évidemment de réunir 1 million de signatures autour de cette question. Le Rassemblement national avait alerté il y a quelques mois sur l'existence du pacte de Marrakech qui instaurerait un droit universel à la migration en abolissant la distinction qui existe entre l'immigration légale et l'immigration clandestine. Beaucoup nous ont fait un procès en fake news à l'époque. Nous voyons aujourd'hui que les faits, le combat nous donnent raison, puisque ce texte a été présenté au niveau européen par la Commission au mois de septembre. Donc nous avons réclamé ce débat et nous allons lancer dans les prochains jours une campagne autour de ce slogan, campagne qui sera déclinée évidemment, qui sera une campagne identique et déclinée, simplement traduite en toutes les langues au niveau européen. Et je laisse la parole à Philippe Ollivier qui va évidemment compléter. Oui, merci Jordan. Donc vous le constatez, pour la première fois de l'histoire de nos mouvements, nous allons organiser une campagne à l'échelon européen. Cet échelon est un échelon très important maintenant, puisque évidemment les textes qui nous régissent sont européens. Il est normal que la riposte le soit également. Vous voyez, nous avons une accroche qui est Save Europe. Save Europe, c'est le projet de riposte à l'échelon de l'Europe. Et puis une riposte française que vous trouverez en dessous, qui est Stop Pacte Migration. Cette campagne va se dérouler donc dans tous les pays européens, de manière quasi identique. Chaque pays aura évidemment la liberté de développer, comme il l'entend, les arguments qu'il souhaite, mais globalement, nous sommes absolument sur la même ligne. D'ores et déjà, tous les pays du groupe ID, tous ceux qui sont dans le parti politique Identité et Démocratie qui nous réunit, tous ces partis-là adhèrent évidemment à la campagne. Cette campagne va se dérouler sur plusieurs mois. Nous allons évidemment avoir une grande opération de sensibilisation de l'opinion publique européenne. Et puis nous aurons des événements qui vont ponctuer ces rendez-vous, avec éventuellement des déplacements en Europe, des meetings communs, peut-être des manifestations, tout ce que vous pouvez imaginer qui permettent de porter le débat sur cette question cruciale. Nous allons, Jordan l'a dit, également évidemment associer les citoyens à cette opération, avec l'idée que nous avons de faire une grande pétition européenne contre ce pacte. C'est, je vous l'ai dit, une première.
C'est déjà pour nous un très grand succès politique que tous les partis européens puissent se grouper pour riposter à la dictature de l'Union européenne. Nous sommes extrêmement déterminés. Nous pensons que ce texte met en jeu non seulement l'avenir de l'Europe, mais même sa vie en tant que continent, en tant que civilisation, parce que nous serons submergés s'il se met en place. Alors bien évidemment, un certain nombre de pays, comme la Hongrie, les pays du Visegrad, sont opposés à ce texte. Pour autant, le chantage financier qu'exerce l'Union européenne sur ces pays peut nous laisser craindre qu'il y ait des inflexions. Nous ne voulons pas de ce pacte et nous allons évidemment tout mettre en œuvre pour le faire échouer. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes évidemment, et les uns et les autres, à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres de l'actualité internationale ou nationale. Oui. Je n'ai pas dit que j'allais les rencontrer sur le terrain, mais que j'allais les mobiliser. Oui. 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 Oui, parce que je pense que comme le débat, si vous voulez, sur le séparatisme, le débat sur l'immigration tel que la France le vit est un débat qui doit être transpartisan. Et que s'il y a des moments pour se combattre politiquement, on doit pouvoir trouver face au très grand danger que cela représente des moments pour, sinon s'unir, du moins parler d'une même voix. Je solliciterai donc de l'ensemble de nos élus régionaux, départementaux, mais aussi de l'ensemble de nos cadres et délégués départementaux, dont certains sont ici présents aujourd'hui, d'aller à la rencontre d'élus d'autres formations politiques, quel que soit l'échelon d'ailleurs, pour les convaincre de la nécessité d'informer les Français. Parce que on dit souvent que gouverner c'est prévoir, mais gouverner c'est aussi prévenir. Et je crois qu'il est aussi de la responsabilité de l'ensemble des élus français attachés à notre avenir, à nos valeurs, à notre culture, mais aussi à notre économie, à l'équilibre de nos systèmes de protection sociale, à notre sécurité, de s'engager dans ce combat contre ce pacte de migration. Très récemment, en effet, hier j'ai rencontré le président de Tchega, André Ventura. Je lui ai évoqué ce grand projet et nous devons nous revoir, enfin nos équipes doivent se revoir, effectivement, car il a exprimé son intérêt pour cette campagne et même pour, m'a-t-il dit, l'adhésion, puisqu'il a adhéré au parti politique. En réalité. Donc il n'a pas de député, il n'est pas au groupe, mais il a d'ores et déjà adhéré au parti politique et donc évidemment il s'intéresse de très près à cette première action du parti politique européen. Alors non, nous n'avons pas de limite. Nous évidemment partons sur le socle qui est celui des mouvements politiques qui appartiennent et à notre groupe et ou à notre groupe et ou au parti politique, mais nous ne voyons pas d'inconvénient à pouvoir prendre des contacts avec des formations politiques comme nous le faisons d'ailleurs, comme nous le ferons en France par définition, a fortiori, nous ne voyons pas d'inconvénient à le faire également au niveau de l'Europe. Pendant notamment les élections départementales et régionales, est-ce que vous allez demander une évolution de la législation pour que les partis politiques puissent faire davantage de publicité, par exemple sur les réseaux sociaux, en tout cas une évolution de la façon de faire campagne? Écoutez, ce qui s'est passé hier est une démonstration supplémentaire de la barbarie que je dénonçais à Fréjus. Je crois que dans notre histoire, même si on remonte de manière assez lointaine, je n'ai pas souvenir que des policiers ainsi étaient victimes de tentatives de meurtre où, je crois, 8 balles ont été tirées.
Permettez-moi d'ailleurs de profiter de ce moment pour exprimer mon soutien le plus total à leurs proches, à leurs familles, et espérer en leur guérison, notamment bien entendu pour ce policier qui a été extrêmement grièvement blessé parce qu'il a été touché au bassin. Je pense que, j'espère que cela fera réfléchir peut-être le ministre de la Justice sur le fait que le terme ensauvagement est loin d'être inadéquate compte tenu de la situation que vit aujourd'hui notre pays. Cet acte est révélateur. Il est toujours difficile de faire une analyse globale d'un acte, mais il est assez facile de faire une analyse globale lorsque les actes se multiplient les uns après les autres et lorsqu'on voit qu'il y a une aggravation ininterrompue de ces actes. La violence inouïe démontre un sentiment d'impunité. Et c'est probablement ce sentiment d'impunité qu'il faut maintenant d'urgence combattre. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité du gouvernement qu'il passe un gigantesque tour de vis sur la criminalité. Anne Masserane, pour l'instant, je ne vois rien venir. Oui, alors évidemment, la crise sanitaire est une inquiétude d'abord pour la santé de nos compatriotes, bien sûr. Elle est une inquiétude vive pour la situation de notre hôpital public, étant entendu que, en réalité, quand je dis gouverner, c'est prévoir, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement semble incapable de prévoir plus loin que le jour d'après, c'est-à-dire le lendemain, ce qui est très problématique. Entre le mois de mars et aujourd'hui, ça a été dit, dénoncé, aucune mesure n'a été prise pour pouvoir faire face éventuellement à une seconde vague. Cette seconde vague, semble-t-il, nous y sommes. Et les hôpitaux voient avec angoisse arriver cette vague sans que leurs moyens, ni humains, ni matériels, n'aient été positionnés au niveau de la réponse qui sera, peut-être dans quelques jours, en tout cas sûrement dans quelques semaines, nécessaire. Et puis, tout au bout de la liste de ces préoccupations, quand même, il y a la manière dont nous allons faire campagne. Car évidemment, nous nous inquiétons que la démocratie soit également une victime indirecte de cette crise sanitaire qui va nous obliger à revoir totalement peut-être la manière dont nous allons faire campagne. Un débat est né. Ce serait bien qu'il prospère entre les différents partis politiques lors de la réunion qui s'est déroulée avec le Premier ministre en visioconférence il y a quelques jours sur peut-être la nécessité de réfléchir à une modification législative qui permette l'organisation de ces élections en tenant compte de la crise sanitaire. Alors certaines propositions ont été faites à la volée. L'augmentation du plafond des dépenses par M. Lagarde, qui pourrait peut-être permettre de faire des envois directement par la poste, par exemple, de documents de campagne aux électeurs, puisqu'il y a de grandes chances pour que nous soyons contraints de limiter la jauge des meetings que nous pouvons faire. Certains ont effectivement émis également l'idée d'autoriser notamment la publicité sur Facebook. Je ne vous cache pas que nous réfléchissons à cette proposition, mais que a priori nous y sommes pas tout à fait, nous n'en sommes pas tout à fait convaincus, car c'est un peu l'ouverture de la boîte de Pandore. Le danger quand on prend une décision pendant une crise sanitaire, c'est que cette décision perdure au-delà de la crise sanitaire. Or, je crois que la France s'enorgueillit d'être un parti où, normalement, l'argent ne doit pas faire l'élection. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je ne vais pas revenir sur les capacités d'emprunt bancaire accordées à certains mouvements et pas à d'autres, et j'en passe. Mais c'est vrai que ouvrir la capacité de publicité pour des partis politiques dans une élection, ce serait véritablement confier au règne de l'argent, comme ça se déroule aux États-Unis, le soin de porter les idées auprès des Français. Je suis pas sûr que ce soit une avancée pour la démocratie. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter. Et évidemment, nous aurons l'occasion d'autant plus d'en discuter si effectivement ce projet de loi en urgence voyait le jour. Mais je n'ai pas entendu encore de suite à cette proposition. Oui ? Madame Le Pen, bonjour, Mathieu
Desmoulins pour TF1 et LCI. On a appris hier soir la libération de Sophie Petronin au Mali après 4 ans de détention. Premièrement, est-ce qu'on peut avoir votre réaction sur ce sujet? Et deuxièmement, on parle la semaine dernière de libération de plusieurs djihadistes, de plusieurs dizaines de djihadistes. Est-ce que vous craignez que cela ait pu servir de monnaie d'échange? Bien sûr, je me réjouis quand une Française qui a été enlevée et qui est restée, je crois, en détention près de 4 ans, est libérée. Mais je pense que le gouvernement se doit peut-être d'informer au moins la représentation nationale des conditions de cette libération. Il est sûr que les échos que nous avons eus, qui évoqueraient non pas quelques dizaines, mais semble-t-il même quelques centaines d'islamistes qui auraient été libérés en contrepartie, dont des djihadistes, n'est pas évidemment pour nous rassurer quand on est attaché à la sécurité de notre pays. Donc je pense que le gouvernement ou même le président de la République s'honorerait à informer les présidents de partis et les présidents de groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat des conditions qui ont présidé à cette libération. Y a-t-il d'autres questions sur l'actualité? Oui. Peut-être juste pour revenir à l'opération que vous nous annoncez ce matin, comment vous allez fonctionner? Est-ce que ce sera uniquement réseaux sociaux? Est-ce que vous allez réussir à faire des choses physiques compte tenu de la crise sanitaire? La réponse est dans votre question. Il est évident que tout dépend des conditions qui nous seront imposées, des conditions sanitaires qui nous seront imposées. On pourrait évidemment envisager des réunions communes. Nous le souhaitons toujours. Mais rien ne permet de dire que ce sera possible. Donc voilà, nous verrons. Mais pour l'instant, si vous voulez, l'idée, c'est surtout d'avoir une opération commune, un chapeau en quelque sorte, et de lancer en fait ce grand projet de recueil de 1 million, c'est ça, de signatures dans l'ensemble des pays européens, étant entendu, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, que chaque parti politique, évidemment, détermine la manière dont il va mener cette campagne sur son propre territoire. Vous avez évoqué tout à l'heure les pays de Belgrade, de la Hongrie. Vous avez pris contact avec eux avant dans cette opération-là pour savoir, avec les partis qui étaient au pouvoir ou les partis qui sont pays-là au Parlement européen, avant de lancer cette opération, pour savoir quel était leur sentiment sur votre opération. Si potentiellement ils pouvaient vous rejoindre sur cette opération-là, parce que le but c'est d'élargir votre coalition à d'autres pays européens, d'autres partis politiques européens, et quels sont les états de relation avec Bon, j'ai pas tellement besoin de contacter, par exemple, le mouvement de M. Orban en Hongrie pour savoir ce qu'il pense de l'immigration, hein, et du pacte de migration. Je pense que nous le savons tous, il y est fondamentalement opposé. Mais je pense que c'est un travail que nous allons mener à partir de maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit en Europe au-delà, encore une fois, même des groupes différents. Parce que il y a un certain nombre de mouvements qui partagent des préoccupations communes, hein, c'est évidemment le cas du Fidesz pour l'immigration avec nous, et qui sont dans d'autres groupes. Je pense que c'est évidemment aussi le cas de Giorgia Meloni, par exemple, qui, dans le groupe PPE, est évidemment très attaché à lutter contre l'immigration. Donc oui, je crois que nos députés européens, sous la férule de notre chef de délégation et de notre vice-président de groupe, vont aller contacter les uns et les autres pour les convaincre de la nécessité de lutter contre le pacte de migration. Alors, sous cette bannière, peut-être pas, puisque c'est la bannière en réalité du parti politique qui est le nôtre, mais ça n'est pas très grave, ça. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, on trouve le maximum d'élus, le maximum de mouvements politiques qui soient susceptibles de prendre conscience de la gravité de ce pacte d'immigration pour informer les peuples européens et mener la contre-offensive pour tenter de faire reculer l'Union européenne sur ce texte et sa mise en application. Bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention.